Good morning, everybody. We had a bit of audio difficulty this Alors, morning, but bonjour, on a eu quelques problèmes avec l'audio aujourd'hui, mais on est là, on est de retour. Je pense qu'on est prêt à commencer. Alors, bienvenue à notre webinaire. C'est le premier de deux webinaires aujourd'hui. Alors, ce webinaire porte sur les technologies innovatrices et la robotique. Je m'appelle Mike Giardini. Je suis donc agent de communication. Je serai votre hôte. J'aimerais reconnaître que les laboratoires nucléaires du Canada se trouvent sur le territoire non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. Les laboratoires reconnaissent et apprécient la connexion des Autochtones à ces endroits. On reconnaît également la contribution des Premières Nations, des Métis et Inuits et d'autres peuples autochtones à renforcer les collectivités où se trouvent ces projets et le pays dans son ensemble. Alors, tout d'abord, quelques questions logistiques. Alors, le webinaire d'aujourd'hui sera partagé. Il y aura deux présentations. On va avoir deux présentations suivies d'une période de questions-réponses à la fin, mais vous pouvez taper vos questions pendant la présentation. On va vous répondre à la fin. Nous avons des services d'interprètes simultanés. Vous pouvez donc écouter en français en appuyant sur le globe en bas de votre écran. Zoom. Ces présentations devraient durer 45 minutes et ensuite on aura 15 minutes pour vos questions à la fin. Ensuite, ces sessions seront enregistrées parce qu'on envisage de les mettre sur YouTube. Si vous avez des questions ou si vous voulez nous parler après cette session, contactez-nous à engage@cnl.ca. Notre équipe va guetter le inbox. On veut également évaluer les webinaires. Alors, suite au webinaire d'aujourd'hui, vous allez recevoir un courriel avec un lien vers un questionnaire, un sondage. Donc, prenez le temps de répondre à nos questions. Les présentateurs aujourd'hui sont Faroum Kalna et Eric Plumley, qui va faire une présentation sur la robotique. Alors, commencez, Varun, quand tu veux. Merci beaucoup, Mike. Alors, bonjour. Je veux commencer en vous présentant le concept suivant. Imaginez que vous êtes quelqu'un qui doit planifier donc le déclassement d'un bâtiment. Par où commencer? Alors, la première étape, finalement, c'est de visiter le bâtiment en question pour avoir une idée de la structure, évaluer les dangers possibles et comprendre donc l'aménagement de l'édifice en général. Quand on parle des réacteurs nucléaires, ça veut dire qu'il y aura des salles contaminées, des espaces restreints et des zones qui sont dangereuses pour l'être humain. Alors, comment est-ce que vous allez aborder cette tâche, surtout quand les plans ne reflètent plus l'état actuel de l'édifice? C'est pour cela que mon équipe d'innovation et mise à contribution ont créé donc finalement un plan numérique. Avec l'aide de ces plans, on peut prendre des décisions éclairées sans donc mettre le pied dans l'édifice. Prochaine diapositive, je vous prie. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une visualisation numérique d'un réacteur NRX. Le réacteur a été fermé en 1993 et est actuellement en cours de délassement. Alors, la visualisation numérique est créée donc en scannant numériquement l'édifice. On peut également visualiser l'intérieur du réacteur qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, comme ce qu'on voit ici dans cette vidéo. Au cours de l'année écoulée, sur notre site de Chalk River, nous avons réalisé et publié 20 scans de bâtiments, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En outre, nous avons répondu aux demandes de numérisation émanant de sites extérieurs tels que Douglas Point et Gentilly 1. Diapositive 3. En parlant du pourquoi,
de la visualisation numérique. Alors, le développement de la visualisation numérique a été motivé par les défis posés par la COVID. Alors, pour nous permettre de maintenir les efforts critiques de déclassement et d'assainissement de l'environnement. Mais aujourd'hui, nos capacités finalement sont plus profondes et ça menait à plusieurs avantages tels que l'amélioration de la sécurité, l'engagement des parties prenantes, le principe ALARA. Ensuite, la visualisation des données, l'atténuation des risques, le tout conduisant à un flux de travail sûr et efficace. Bien que nous nous concentrions sur l'amélioration de la sécurité, la visualisation numérique permet d'obtenir des avantages monétaires passifs en évitant les erreurs. Il y a, il y a une règle clé, c'est la règle 110-100 qui stipule que la prévention vaut mieux que la correction, qui est moins coûteuse que le coût d'un échec lors d'un déclassement nucléaire. Ici, on voit que le coût se fait répercuter sur le cycle de vie de déclassement. On commence à partir du début pour réduire les coûts. Prochaine diapositive. Comme vous avez vu, nous avons également la capacité de faire une visualisation de la radiation gamma. Ça nous permet finalement de faire encore plus. La radiation gamma est invisible à l'œil nu, comme vous savez. On utilise un équipement spécial pour nous aider à visualiser et à cartographier les sources de radiation plutôt, comme vous voyez. Alors, ces visualisations de radiation gamma nous permettent d'identifier les zones chaudes. Alors, ce que vous voyez à l'écran sont deux projets différents. À gauche, on voit donc une carte de chaleur créée pour Douglas Point. On visualise comment la radiation gamma se repartit finalement dans la salle. Et à droite, on voit une étude qui a été effectuée sur la salle d'évaporation pour comprendre l'efficacité finalement d'une méthode de nettoyage et ultrasonique. Et on voulait voir comment le nettoyage pouvait faire déplacer ce point chaud. Donc, on voit donc une comparaison entre avant et après. Ça serait difficile à visualiser ou bien comprendre utilisant l'équipement traditionnel. Et c'est ça qu'on fait. Donc, alors, prochaine diapo, je vous prie. Avec la visualisation de la radiation et les scans, même les lasers, nous appuyons les équipes d'assainissement de l'environnement par le biais de robots, l'utilisation de robots de différents types. Ici, on voit donc deux robots qui ressemblent à des chiens. À gauche, on voit un robot qui est pour la rémédiation REX. Ça a été donc créé pour atténuer les dangers pour les inspecteurs. Nous avons donc développé ce robot pendant l'année qui vient d'écouler. On a réglé les problèmes auxquels on a fait face lors du déploiement de ce chien robotique. Maintenant, nous sommes à déployer le robot activement au site de Chalk River. À droite, on voit donc un autre robot qui ressemble à un chien. Ça nous permet finalement de réduire les dangers, surtout dans les espaces réduits. Au lieu d'envoyer une personne à scanner, on peut envoyer le chien robotique avec le scanner monté sur son dos, comme vous voyez là, et le robot peut nous permettre de visualiser la zone en question. Où est-ce que nous avons déployé donc ce robot?
Nous l'avons donc déployé au MPD et également dans le tunnel de vapeur du NRU. Alors, passons donc à la prochaine diapositive, je vous prie. Ici, j'aimerais vous parler des deux projets utilisant les drones sur lesquels on a travaillé, mais avant, j'aimerais vous donner une petite mise en contexte. Il y a 9 mois, nous avons acheté des drones pour faciliter la planification du travail à l'intérieur, difficile d'accès. Ensuite, nous avons obtenu la formation nécessaire auprès de groupes internes, comme le groupe de conception d'équipements mécaniques et externes, en obtenant des certificats de pilotage. Alors, c'est une mission pour identifier une vanne de vapeur défectueuse dans le tunnel de vapeur du réacteur NRU qui est inaccessible aux personnes en raison de risques de sécurité. Et on a choisi ce drone pour cette tâche. Et nous avons accompli la mission avec succès par la suite. Alors, la vanne se trouve au bout du tunnel, en haut à droite. Et bientôt, vous allez pouvoir voir la composante défectueuse qui a été identifiée et remplacée par notre équipe après avoir effectué cette mission en toute sécurité. Ça, c'est la vanne en question. On voit la capacité du drone à prendre une image thermique et d'enregistrer tous les détails. Alors, l'aspect technique, les pièces nécessaires pour que l'équipe de planification puisse aller changer la composante dans cette situation difficile. En bas, on voit une autre vidéo. On va donc vous montrer. C'est le même drone qui est déployé dans le bâtiment 204 afin d'inspecter la couverture d'un revêtement pulvérisé sur les murs et de capturer la dose de rayonnement pour soutenir la planification future de l'élimination des déchets. Donc, on peut détecter ou mesurer la dose de rayonnement. La mission s'est déroulée en 2 heures et a permis de compenser environ 1700 de doses collectives, ce qui équivaut à plus de 30% de la limite de dose annuelle autorisée pour un travailleur du secteur de l'énergie nucléaire. Très souvent, cet équipement est très important pour réduire l'exposition, donc pour les travailleurs. Cela étant dit, on peut passer maintenant à la prochaine diapo, je vous prie. Avec toutes les données collectées, on avait besoin de gérer ces données et c'est là où on a créé donc le système PCAM et ça nous permet finalement de gérer les données facilement. Alors, que fait PCAM? C'est une plateforme qui sert d'interface d'utilisateur pour tous les projets de numérisation. Elle offre des contrôles de révision, des contrôles d'accès et ça nous permet finalement de mieux gérer les données. Alors, au cours de l'année, nous avons continué à approfondir cette plateforme pour améliorer certaines capacités telles que le signalement qui nous montre donc comment fonctionne le système et ça nous permet finalement de faire un suivi sur le cycle de vie. Alors, ceci étant dit, qu'on passait donc à la prochaine diapositive qui m'amène donc à la fin de ma présentation. Alors, maintenant, j'aimerais céder la parole à Eric qui va vous parler de la prochaine partie du webinaire. Merci beaucoup. Je m'appelle Eric Plumley. Je fais partie finalement de l'équipe de déclassement. Merci beaucoup. Alors, nous effectuons des projets sur des sites des laboratoires, de même qu'à Whiteshell, et on utilise cette technologie
sur tous les sites dont on est responsable. Passons donc à la technologie. On va vous présenter la technologie. Si vous avez des questions, je pourrais approfondir les informations à la fin. C'est la première diapositive. Ça s'appelle le Brown Wall Shaver. C'est donc un outil révolutionnaire pour le rasage de précision des murs. Dans le cadre de projets de construction, de rénovation, ça vous permet de contrôler la profondeur au millimètre près, mais cela à distance. Ça maintient la sécurité des travailleurs qui travaillent loin donc de l'outil. Alors, le fonctionnement est souple et efficace, et ce qui permet de réduire le temps, les efforts nécessaires à la préparation des murs. On utilise cette machine pour enlever donc la contamination sur la surface, surtout dans les bâtiments de la série 200. Euh, Ici, ça a été utilisé pour la deuxième étage des édifices de la série 200 et on est même maintenant passé à la première étage. Prochaine diapo, je vous prie. Alors là, on voit la machine déployée. On voit que comme elle rase les murs, ça travaille, ça fonctionne à distance. Il y a un système d'aspirateur pour faire la collecte de la poussière. Prochaine diapo. Maintenant, nous avons les brocs qui sont électroniques. Ce sont des robots de démolition télécommandés qui révolutionnent la façon dont nous abordons les tâches lourdes. Ces appareils compacts mais puissants peuvent accéder à des espaces confinés, ce qui les rend idéaux pour les projets de démolition, d'excavation et d'entretien. Très versatiles, très polyvalents. On a beaucoup d'attaches qui peuvent être y attachées. On les a utilisés pour la série 200 avec un sableur attaché. On les a utilisés dans l'édifice 440 pour le nettoyage de décombres. On a également démoli les petits bâtiments qui auraient été trop dangereux pour un opérateur. Prochaine diapo, je vous prie. Nous avons donc le Brock Sprayer M25. Ici, on voit les photos à partir de la gauche vers la droite. C'est conçu pour être compatible avec la Brock. Ça nous permet d'aller dans les espaces d'accès limité. Alors, on applique le revêtement, on le pulvérise. Le revêtement, c'est un peu comme le revêtement qu'on appliquerait donc à un camion, à l'intérieur d'un camion. Donc, on pulvérise du caoutchouc flexible qui scelle ou qui rend étanche la surface. C'est idéal pour finalement sceller des contenants. On l'a utilisé dans les édifices 200, comme vous avez vu dans la présentation précédente. On utilise la M25 pour sceller des toits et les quais, les fondations. C'est donc très versatile, très polyvalent. Prochaine diapo, je vous prie. Ça, c'est l'unité dont je viens de vous parler. Donc, la M25, c'est en deux parties, comme vous voyez. Et cette machine donc pulvérise à une pression de 2000 PSI. Et donc, on combine deux produits ensemble et qui crée donc un revêtement étanche qui devrait durer 25 ans. Prochaine diapositive, je vous prie. Maintenant, nous avons la scie murale Hilti. C'est une autre innovation qui rationalise les processus de coupe, de démolition dans les projets de construction, de rénovation. Donc, on voit donc à la première photo à partir de la gauche. Alors, c'est télécommandé. Ça permet donc à l'opérateur finalement d'utiliser la scie à distance. Au milieu, on voit les lames en plusieurs tailles, jusqu'à 6 pieds de largeur.
On peut l'utiliser pour beaucoup de tâches. Alors, le système de dépoussiérage intégré améliore le confort et la sécurité de l'opérateur. On l'a utilisé pour la démolition de l'édifice 440. On va l'utiliser dans le cadre d'autres projets également à l'avenir. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, d'autres photos qui vous donnent une idée de la polyvalence de la scie murale Hilti et de l'aspect compact. Alors, notre département s'en est beaucoup servi pendant les 2 derniers mois pour la démolition. Alors, prochaine diapo, je vous prie. Maintenant, on a l'équilibreur de charge Hilti est un dispositif de sécurité conçu pour prévenir les accidents, les blessures dues à la chute d'objets sur les chantiers de construction. Alors, ça enlève le poids. Donc, le poids n'est plus sur vos bras, mais plutôt sur votre estomac. Ça permet donc aux travailleurs de travailler plus longtemps et ça empêche les blessures. Alors, ici, on voit quelqu'un qui utilise donc l'outil. L'outil, donc, soutient 100% de la charge, comme vous voyez ici. On les a utilisés sur des bâtiments de la série 200 pour la rémédiation du béton ou si on ne peut, enfin, les machines n'arrivent pas au coin, donc on envoie un travailleur. On a utilisé ces dispositifs pour tenir le sableur. Le sableur, comme vous savez, est très lourd et ça a limité finalement la charge sur la personne. Prochaine diapositive. Nous avons donc le scanner qui prend donc des images, les images en 3D. Ça nous permet finalement ensuite de visionner les images sur notre ordinateur. Et prochaine diapo, je vous prie. Ici, on a donc une photo. On a donc la télécommande. Il y a plusieurs caméras finalement qui prennent des clichés. Alors, ça montre tout sur le laptop. Et ensuite, il y a 99 faisceaux, 1,5 mesures par seconde. Cet dispositif était très exact. Donc à 0,0001 d'un millimètre, ça nous permet finalement de modifier finalement les composantes en situ. On l'a utilisé dans le contexte du réacteur NRU. Alors, c'est un dispositif unique. On ne peut pas les acheter. Les acheter, c'est quelque chose qu'on a fait fabriquer pour nous. Prochaine diapo, je vous prie. Ensuite, nous avons notre capacité d'impression 3D. Alors, c'est ce qu'on appelle le Big Wrap One. Quelle est la différence? C'est donc, ça a une capacité d'un mètre cube. Ça nous permet finalement d'utiliser dans plusieurs situations. C'était équipé avec des attaches qui nous permettent finalement de produire les produits avec des mesures très exactes. Ici, on voit au centre l'imprimante, on voit plusieurs composantes autour. À gauche, c'est donc un dispositif de suppression de poussière
pour les menuisiers, ça nous a permis finalement de réduire la poussière aspirée par les travailleurs. On a besoin donc d'un espace d'un mètre cube pour créer ces dispositifs. On l'utilise pour les prototypes, pour les nouveaux outils qu'on crée pour les projets précis ici à Douglas Point et à Whiteshell. On utilise cette imprimante de manière quotidienne. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, ça m'amène donc à la fin de ma présentation. En conclusion, les progrès réalisés dans le domaine des équipements de construction de maintenance présentés aujourd'hui révolutionnent le secteur en améliorant l'efficacité de pression et la sécurité. En adaptant ces outils et technologies de pointe, les professionnels peuvent s'attaquer aux tâches plus efficacement et obtenir des résultats supérieurs en moins de temps et avec moins de ressources. Merci beaucoup. Et maintenant, je cède la parole à Michael. Merci, Eric et Varun. Une bonne présentation, très, très intéressant, beaucoup d'informations qui a été présentée. Vous avez expliqué des sujets très compliqués de manière très simple. Merci beaucoup. Maintenant, on ouvre la séance de questions-réponses. On est à 10h30. C'est le bon moment de commencer la période de questions-réponses. Vous pouvez taper vos questions dans la fonction questions-réponses. On va attendre quelques instants pour voir les premières questions. La première question est la suivante. L'objectif du raseur est-il finalement de permettre à finalement rendre le ciment ou le béton lisse pour pouvoir le démolir? Alors, l'objectif en utilisant cet appareil, c'est d'enlever la contamination en surface de l'intérieur de l'édifice pour réduire le niveau de contamination à un niveau permissible pour qu'on puisse démolir la structure au complet. L'objectif, c'est de l'envoyer pour enlever donc la contamination en surface. Alors, on enlève donc à moins d'un pouce de la surface. Normalement, c'est là où se trouve 99% de la contamination. Ça, c'est notre objectif. Alors, prochaine question. Alors, quel a été le plus grand défi pour votre équipe? So on the technical front, the biggest challenge I believe is Alors, overcoming security considerations and information asset le protection. plus grand défi, ça a été donc, platforms, multiple different software and finalement le fonctionnement des plateformes. Nous avons pu finalement surmonter ces problèmes en créant donc de l'équipement sur les lieux pour contrôler nos données en fonction des préférences de notre équipe de technologie de l'information. On a collaboré avec l'équipe de sécurité pour étiqueter nos données correctement. is requiring an additional level of clearance, then we account for that Alors, through proper data on sharing tient compte and data finalement governance practices. de codes de Technically, I would sécurité say dans those les are the pratiques de challenges. gouvernance. And Alors, ce solution sont wise, les défis it auxquels nous avons specifically été through confrontés collaborating et la and through solution having a back and forth est conversation arrivée with a par le bunch of biais other teams de la to find a coopération best way entre les to équipes implement pour this. trouver la meilleure Functionally, I solution. would say Mais the sur le biggest plan challenge we faced fonctionnel, je was dirais que adoption le of plus digital grand twin défi itself, a été and l'adoption we finalement de la looked visualisation into numérique um, en tant que telle. Nous avons mitigating that challenge Nous avons by travaillé à creating case atténuer studies, ces by défis en proving. créant Before we des had études de any cas, quantitative en substantial data prouvant on how much
enfin, avant qu'on avait des données sur l'amélioration du flux de travail pour les planificateurs et pour les techniciens sur le terrain. Avant d'avoir toutes ces données-là, c'était difficile pour nous de prouver l'utilité de ce dispositif. Donc, on a écrit des articles, on a mis l'accent sur comment les petits changements en visualisation peuvent changer ou peuvent améliorer ou rendre plus facile la tâche en aval. I hope that answers the question. Ça répond à la question. Oui, merci. Merci pour la réponse. Continuons. Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que les drones soient maintenus et pour faire en sorte qu'ils continuent à fonctionner convenablement? David va répondre à cette question. Alors, je m'appelle David, je suis expert en technologie pour le déclassement. Je travaille à l'équipe d'innovation et moi, je suis responsable des drones et d'autres robots dont on dispose. Pour ce qui est de l'entretien, il y a de l'entretien qui est effectué régulièrement sur les drones. On inspecte physiquement la cage, on inspecte les moteurs, les hélices et également le système de batterie pour faire en sorte que tout fonctionne convenablement. Alors, vous pensez peut-être qu'on envoie ces drones dans une zone contaminée. Oui, à chaque fois que le drone sort, le drone n'était pas contaminé, mais on a des produits pour nettoyer, assainir ces drones et ensuite les redéployer sur le terrain. Merci beaucoup. J'espère que ça répond donc à votre question. Une autre question sur la décontamination des outils. Maintenant, on va continuer. On reçoit de bonnes questions. Est-ce que vous allez ajouter des instruments pour mesurer la radiation gamma aux robots? Je peux répondre à cette question. Nous avons actuellement une spectromètre radio finalement gamma. Nous avons également des dispositifs d'imagerie gamma qu'on va déployer sur les robots à l'avenir. On est en train d'étudier la question maintenant. Ça devrait être possible dans 1 an ou 2. Merci beaucoup. Alors, maintenant, la prochaine question. Alors, voilà. Revenons à Eric. Une question pour Eric. La question est suivante. Quelle est donc la profondeur qui peut enlever par le Brown Shaver d'un seul coup? Merci beaucoup. Alors, la profondeur maximale, c'est une demi-pouce. On a finalement enlevé jusqu'à maintenant 1/4 de pouce, mais la profondeur nécessaire dépend de la contamination sur chaque surface. Pour la série 200, on avait des documents des ingénieurs qui nous montraient finalement que la contamination ne dépassait pas 1/2 pouce. Alors, pour le déploiement dans la série 200, on n'a jamais dû dépasser 1/4 de pouce et ça nous a permis d'enlever les 100% de la contamination des murs. Merci. Très bien, Eric, merci. D'accord. J'essaie de voir les questions qui restent.
do you print Quels most of the time, matériaux and what kind of print imprimez-vous to what can you print in? normalement Sorry. et dans quoi vous pouvez imprimer? Yeah, I can answer that one. Je peux répondre à cette question, dit Eric. On imprime beaucoup pour les maquettes. Normalement, c'est fait en PLA, c'est-à-dire en plastique. On peut également utiliser le fibre de carbone et le PETG également, mais ici, on peut imprimer tous les filaments qui sont disponibles dans l'industrie. Alors récemment, on, on fait des essais pour imprimer en tungstène. Ça va nous permettre de créer un revêtement, un bouclier pour utiliser dans les zones de radiation élevée. Ça va nous permettre finalement de pour allonger la vie de la technologie dans ces zones difficiles. Thanks, Eric. Merci, Eric. Okay. Très bien. Alors, We can get to a few more. alors, on a le temps pour quelques questions How does supplémentaires. communication work between advanced tech and their operators? Alors, quelle est l'interface entre les machines ou la technologie avancée et les opérateurs? I can field that question Je vais répondre à cette the question. robotics that we use. Pour ce qui est des So the robots qu'on drone utilise, nous, le uses drone, a pretty les standard, drones radio utilisent frequency, une like fréquence frequency of 4 or 5 radiophonique gigahertz. normale de Some of the other 2,4 ou robots, such as the robot 2,5 dog, MHz, will mais le use chien Wi-Fi, robotique but we est also have contrôlé par Wi-Fi, par Wi-Fi exemple. Halo, which is Nous a avons very, very également, oui, le Wi-Fi Halo, long-range version of Wi-Fi qui est donc un that operates at Wi-Fi specific speed. finalement Operators will use à wired distance telecommunication, for example, longue. On peut utiliser un câble si la fréquence n'arrive pas à dépasser le bouclier qui existe. Okay, thank you, David. Merci beaucoup, David. D'accord. Double checking. Okay. Have there been issues with the Est-ce qu'il utilization y a eu des slash problèmes selection of new avec technologies and l'utilisation de nouvelles associated with critical technologies softwares and IT security? et leur interface avec les I'd like to logiciels answer that question. et les questions de First of all, sécurité? Je vais répondre à say cette question. issues. Tout d'abord, je ne dirais pas qu'il y a At eu the des same time, problèmes, mais en we même need to be temps, mindful that il ne faut pas we, oublier as a company in nuclear industry, que we are faced with regulatory, qu'on considerations. qu'on doit We tenir have compte strict des règlements, protocols and des règles. procedures, Il y a des and protocoles et international des requirements procédures that often need qui to be met when sont it comes to exigées et qui doivent modifying être new hardware or comblées software. et donc on doit les respecter en That can déployant take time une nouvelle and effort plateforme ou to un get nouvel across. dispositif ou une Along nouvelle with that, technologie. Ça prend un certain temps à there faire, are, as I mentioned certainement. initially, En some même temps, considerations on doit on the type of or like for on doit example réfléchir hosting attentivement software on cloud au versus type hosting on de premises is one of the logiciel. consideration I can give you an example of. Alors, So on cloud, utiliser un is logiciel something that en nuagique, par we exemple, c'est do quelque chose qu'on ne fait most pas, of par our development exemple, efforts, pour la maybe because plupart of data des visualisations numériques, associated parce que les données, risks that come along finalement, the places where the data would be hosted. And so finalement, similarly, sont there are many sensibles. software En right now plus, il y a in the beaucoup realm de of logiciels innovation that are actually on cloud. So that innovateurs is qui one se trouvent consideration that, for example, dans le restricts us nuage. from Ça, c'est adopting quelque software chose technology, qui and that nous has to go empêche through a proper, d'adopter certains risk logiciels. evaluation Et il faut for qu'on risks effectue and une understanding of évaluation how de data risque is pour being qu'on used or puisse where it is hosted on comprendre that part. So that's just one example, comment but then on there are
entrepose les données. C'est un exemple. Il y a d'autres questions dont il faut tenir compte en déployant une nouvelle technologie. On fait de notre mieux pour assurer la sécurité des données et de respecter les règlements en adoptant ces technologies innovatrices. Merci, Varun, de votre réponse. Ensuite, alors voilà, prochaine question. Quel type de formation est nécessaire pour opérer ces outils, pour commander ces outils? On a parlé de plusieurs outils, n'est-ce pas? David va répondre à cette question. Donc, pour ce qui est des drones, alors si on pilote le drone à l'intérieur et il faut maîtriser le pilotage du drone. Si on pilote un drone à l'extérieur, alors c'est un espace aérien limité, d'accès limité. Il faudrait disposer d'un permis UAV avancé de Transport Canada, si je ne m'abuse. Pour le chien robotique, c'est une formation donnée par le fabricant, c'est offert quand on l'achète d'ailleurs. D'accord, très bien. Alors, comment est-ce qu'on combine finalement la cartographie gamma avec la visualisation numérique pour protéger les travailleurs? Alors, l'imagerie gamma est utilisée par les agents de caractérisation pour identifier les endroits d'échantillonnage. D'autres instruments vont mesurer la dose à un endroit précis. Donc, on peut l'utiliser pour prévoir les doses dans un endroit, mais l'objectif principal, finalement, c'est donc de nous sensibiliser, sensibiliser donc les travailleurs au niveau de rayonnement. Alors là où on utilise finalement, c'est des zones d'accès limitées, confinées. On ne peut pas envoyer quelqu'un sans savoir dans quoi on s'embarque. Merci beaucoup. Okay, we're nearing the end of our questions. On arrive à la fin des questions. Alors, une dernière question. Ensuite, la question est la suivante. La dernière question. Comment envisagez-vous de gérer finalement la fin de vie utile des robots? Je vais donc répondre à cette question sur le plan fonctionnel. Je vais demander à David d'ajouter des éléments techniques. Nous avons créé un plan pour les 3 à 4 ans à venir et dans ce contexte, il y a certains équipements qui vont devoir être mis à niveau. On doit nous entretenir avec les fabricants pour comprendre leur plan, ce qu'ils envisagent de faire pour améliorer les caractéristiques de l'équipement. Il y a des circonstances néanmoins. Par exemple, nous avons des ordinateurs ou des machines qui se dégradent dans le temps et donc on prévoit un budget pour les mettre à niveau. On garde un œil sur la nouvelle technologie qui dépasserait notre capacité actuelle.
nos capacités en matière de visualisation gamma, par exemple, on garde un œil sur ce qui est en train d'être développé. On participe aux conférences, on parle aux fabricants pour voir comment avance la technologie. On parle à nos pairs également pour savoir comment ils utilisent cette technologie. Ça nous donne une idée finalement du trajectoire de chaque équipement. On essaie d'aligner finalement le développement d'équipements en conséquence. Alors, le développement qu'on fait finalement se base sur les besoins à l'interne. On essaie de synchroniser les deux et très souvent, on voit donc de vieux robots, les Cross 1 par exemple, les technologies de la sorte qui doivent être finalement retirées graduellement et on doit voir s'il y a d'autres équipes qui pourraient les utiliser. Si c'est le cas, on leur transfère les robots en question. In accordance with those considerations. Et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Yeah, go ahead, David. Allez-y. And then from a technical standpoint, Et du that point has de to do vue with software, technique, we'll c'est use ça à voir IP avec les so many logiciels. blocks to a specific version, so we don't On va have to worry about it being On va updated and tenter getting incompatible. d'utiliser une seule But yes, version pour software, éviter we need to keep an eye on l'incompatibilité, what the mais industry is pour doing and l'équipement, il faut before we garder un purchase œil something, sur make sure that the ce que fait development path l'industrie avant for the d'acheter product un is produit going et in a il direction faut that will be useful for s'assurer que whatever task that you need to do. finalement que les améliorations vont vous permettre finalement de continuer à utiliser ce dispositif à l'avenir. Merci beaucoup, messieurs, de vos réponses. Varun, Eric, David, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du public et d'avoir fait vos présentations respectives. Alors, ce sont des informations très importantes. Content d'avoir pu partager cela avec le public aujourd'hui. Avant de terminer ce matin, j'aimerais vous encourager à prendre le temps pour remplir le sondage qui vous sera envoyé bientôt. On va envoyer les liens pour les enregistrements une fois qu'on les aura mis sur YouTube. Sentez-vous libre de les envoyer à des intéressés. On va également inclure les réponses à des questions auxquelles on n'a pas pu répondre ce matin. Vous pouvez nous contacter engage@cnl.ca. On a un deuxième webinaire dans 10 minutes qui portera sur les laboratoires Wipeshell, la protection environnementale et les permis pour le site. Merci d'avoir participé. Merci à l'équipe de communication. En coulisses, on va peut-être vous voir dans 10 minutes ou la prochaine fois. Merci beaucoup.